Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là, le podcast qui tisse des ponts entre spiritualité et entrepreneuriat. Alors tout est déjà là, oui, mais parfois on regarde chez l'autre pour se rappeler où chercher, quoi chercher et comment chercher. Aujourd'hui, je t'invite à explorer un thème qui est délicat, mais essentiel dans la transmission et dans la création, la frontière entre l'inspiration et le plagiat. Dans le monde du yoga, de la spiritualité, de la création, on baigne dans un flux constant d'influence. On a accès aux formations, on a accès à des textes plus ou moins anciens. Il y a de la musique, il y a des visuels et les réseaux sociaux également aujourd'hui font partie de l'équation. Alors c'est normal d'être inspiré, c'est normal de trouver que quelque chose nous fait ressentir une émotion, nous donne une idée, nous permet de rebondir. C'est même une respiration qui est vraiment vitale pour toute personne qui veut transmettre ou créer, d'avoir cet élan d'inspiration. On va le voir dans l'épisode. Mais parfois, en fait, la ligne devient très floue entre inspiration et le plagiat, surtout à notre époque où tout circule très très vite, sans forcément vérifier et honorer ses sources. Donc, on ne sait plus forcément d'où vient quoi, comment, et on est peut-être vraiment perdu et à un moment, sans s'en rendre compte, passer cette frontière qui est quand même très fine. Alors aujourd'hui, je te propose d'explorer justement les nuances de ce sujet. On va effleurer le sujet qui est, comme tu t'en doutes, très très vaste, mais j'aimerais qu'on aille voir quelques nuances. Déjà comprendre ce qu'est l'inspiration, puisque c'est vraiment ce dont on a besoin et ce qui m'intéresse aujourd'hui avec la créativité. Reconnaître les moments aussi où elle devient mimétisme, voire plagiat. Et surtout apprendre à cultiver une créativité qui soit authentique et enracinée dans ta propre expérience. Avant de débuter l'épisode, tu peux te demander déjà, te poser la question, quand je crée ou que je transmets, est-ce que je cherche à partager ou à prouver quelque chose? Et en fait, cette question, la réponse à cette question va te donner des clés pour comprendre d'où vient ta transmission et de quelle part de toi vient ce que tu crées. Donc déjà, pour comprendre la différence entre inspiration et plagiat, on va clarifier les mots. J'aime beaucoup aller voir les définitions. Donc là, les définitions que je vais te donner viennent toutes du Centre national des ressources textuelles et lexicales, qui est un site sur lequel je m'appuie tout le temps pour les définitions parce qu'il y a à la fois les définitions, le contexte. Donc déjà, inspirer, qu'est-ce que c'est? Inspirer, c'est conduire à une œuvre, à un thème en éveillant l'inspiration. Mais du coup, l'inspiration, qu'est-ce que c'est? L'inspiration, c'est un souffle créateur qui anime l'écrivain, l'artiste ou le poète, ou la guide de yoga, qui incite une impulsion d'origine divine ou surnaturelle, donc quelque chose qui est plus grand que nous. Ça, c'est une définition qui est plus religieuse, spirituelle. Là, on voit que inspirer, inspiration, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du mouvement intérieur qui va vers l'extérieur. Mais ça vient de soi vers l'extérieur, et en fait, cet élan de soi, il a surgi, soit en entendant, en voyant quelque chose, mais il a créé quelque chose qui nous est propre, qui va vers l'extérieur. Alors du coup, plagier, qu'est-ce que c'est? Plagier, c'est emprunter à un ouvrage original, à son auteur, à un artiste, des éléments, des fragments dont on s'attribue abusivement l'origine, en les reproduisant avec plus ou moins de fidélité dans une œuvre que l'on présente comme personnelle. Donc en gros, on prend quelque chose, on met son nom dessus et on et on dit que c'est à soi. Alors si à l'écrit, ces deux actions peuvent sembler vraiment très différentes et très claires en termes de limites, en fait, lorsqu'on crée, comme je l'évoquais dans l'introduction, la frontière peut sembler floue. Parce qu'en fait, il y a un moment où on va être inspiré par quelque chose. Par exemple, je sais que moi, il y a des poètes qui m'inspirent énormément, mais lorsque je crée mes sessions ou lorsque j'écris des textes, je ne recopie pas et j'essaye de ne pas, mot pour mot en tout cas, recréer ce que l'artiste a créé. C'est-à-dire que je vais plutôt observer ce que le texte, le poème a éveillé en moi et le retranscrire avec mes mots autant que possible. Quand ça m'arrive de lire un texte ou de lire un passage de livre, je donne toujours le titre du livre et l'auteur. Donc ça, dans tous les cas, ça ne m'arrive pas de lire un passage, lire un poème et de ne pas dire d'où ça vient. Mais voilà, donc du coup, ça c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est la différence entre plagier et l'inspiration, finalement, elle vient de notre attitude vis-à-vis de ce que l'on reçoit. Donc parfois, cette influence, elle peut être profonde, mais elle peut aussi être inconsciente. Il y a un exemple que je voulais vous citer parce qu'en fait, je trouve qu'il est très...
il est très parlant parce qu'en fait, il évoque à quel point parfois quelque chose nous inspire tellement et fait tellement partie de nous que lorsqu'on crée à partir de cet espace, c'est très proche parce que ça nous a tellement fait vibrer, mais c'est pas forcément conscient. Donc, l'exemple que je voulais te donner, c'est George Harrison, en fait, mais qui faisait partie du groupe les Beatles. Il a été accusé de plagiat inconscient pour sa chanson qui s'appelait My Sweet Lord. Et en fait, il n'avait pas copié, enfin, en tout cas, il a asséné et très clairement dit qu'il n'avait pas copié consciemment cette œuvre, mais qu'il l'adorait. Et en fait, la mélodie ressemblait tellement à l'œuvre en question. Donc, cette œuvre, c'était Is So Fine, d'un groupe qui s'appelle The Chiffons, qui est un groupe de 4 femmes, que, en fait, il en a perdu le procès parce que c'était beaucoup trop proche. Et même si c'était inconscient, c'était du plagiat. Et je trouve que cet exemple illustre vraiment à quel point l'inspiration et la mémoire peuvent parfois s'entremêler au bout de quelques années. Alors, pour faire le lien et la passerelle dans un univers que je connais, dans le milieu du yoga aussi, c'est très courant. En fait, les séquences circulent, les intentions sont affichées sur Instagram, sur les réseaux, sur YouTube, dans les podcasts. Voilà, on va avoir des partages qui vont se faire. Et parfois, sans malveillance, on peut avoir quelque chose qui va ressortir, mais juste parce qu'on a oublié la source ou parce que le sujet nous touche tellement qu'on le dit avec les mots de la personne qui a su le verbaliser ou le dessiner d'une façon qui... Souvent, il y a cette phrase qu'on dit j'aurais pas pu l'écrire mieux que ça » ou j'aurais pas pu trouver de meilleurs mots pour expliquer ce que je vis que ce que cette personne a trouvé. Et du coup, c'est vrai que ça peut derrière nous inspirer, nous porter à communiquer ça, puisque jusque-là, on n'arrivait pas forcément à le verbaliser, à le créer. Et puis d'un seul coup, quelqu'un a allumé une lumière, je vais dire, en nous. Mais aussi avec la tension qu'il y a sur le marché en ce moment, en fait, dans notre secteur, la facilité et la peur du manque peuvent vraiment nous pousser à copier sans citer les sources. Et ce que je vais notamment véhiculer dans cet épisode qui est important pour moi, c'est que sois en confiance en fait. Dans une démarche qui est vraiment consciente, c'est je cite mes formateurs, je cite mes lectures, je cite mes maîtres, je cite les artistes qui m'inspirent. Parce que c'est un acte vraiment d'humilité et de gratitude envers ces personnes-là. Tu reconnais déjà ce qu'elles t'ont fait vivre et ce qu'elles t'ont transmis. Et tu ne vas pas te faire de l'ombre, bien au contraire. J'avais eu une élève en formation qui m'avait dit, mais parfois, je m'appuie sur ce que je reçois en formation ou autre, mais j'ose pas dire d'où ça vient parce que j'ai peur que mes élèves, ils aillent vers mes formateurs plutôt que vers moi. Ça n'arrivera pas parce que chacun est à son étape. Et de toute façon, si à un instant tu partages quelque chose d'une formation que tu as reçue, que tu nommes ton guide et ton formateur parce que tu as aimé et que tu honores ce qui t'a été transmis, si les personnes vont voir cette personne ou ces personnes directement, c'est qu'elles sont à une étape où peut-être elles recherchent elles aussi un maître ou un guide et pas forcément ce que toi tu peux apporter. C'est-à-dire que ça les empêchera pas de venir te voir. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que ces personnes auraient trouvé des guides et des maîtres. Donc, est-ce que tu as envie que ça revienne aux personnes qui t'ont formé et inspiré et qui te portent, ou est-ce que tu préfères qu'elles fassent leur recherche de leur côté et qu'elles trouvent d'autres guides ou d'autres maîtres que ceux qui t'ont toi-même inspiré? C'est aussi une question que tu peux te poser. Donc, dans le milieu de la transmission du yoga, il y a, moi, je sais que c'est un texte qui est parfois controversé parce qu'il est contemporain, pardon. Les Yoga Sutras, j'aime les lire et les relire. Je trouve que c'est un texte qui est plein de bon sens, aussi bien pour le quotidien que pour la pratique, que pour la transmission du yoga. Donc, les Yoga Sutras qui sont attribués à Patanjali, là aussi, il y a des controverses autour. Est-ce qu'il y a plusieurs auteurs? Quand il a été écrit, est-ce qu'il y a eu des avenants? C'est un autre débat que je ne maîtrise pas, donc je t'invite vraiment à te renseigner auprès de personnes si ça te passionne. Mais en tout cas, dans les Yoga Sutras, il y a 2 concepts là que j'aimerais citer pour cet épisode. Le tout premier, je pense que tu vas me voir venir, c'est Satya. Alors, on le traduit parfois par vérité. Pour moi, c'est la justesse du mot. Satya, c'est j'ai la connaissance, mais est-ce que la verbaliser à cet instant-là est juste? Ou est-ce que je vais faire du mal à la personne? La deuxième question, c'est est-ce qu'on m'a demandé mon avis? Satya, c'est aussi la conscience que quand on ne te demande pas ton avis, tu n'es pas censé le donner. Même si tu as raison, même si tu as des infos, tu dois attendre qu'on te demande ton avis pour pouvoir le partager. Et Satya, c'est aussi envers toi-même. Comment est-ce que tu échanges? Comment est ta voix intérieure? Comment est ton dialogue intérieur? Est-ce que ce sont des mots doux, des mots compatissants, des mots qui t'apportent un soutien? Voilà, Satya, ça touche à toutes ces sphères-là. Donc à la fois comment tu reçois, comment tu interagis et comment tu es au-dedans de toi. Et c'est sur le concept de la justesse. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ce que je dis est vrai? C'est vraiment la base aussi de ça. C'est est-ce que ce que je dis est vrai?
Est-ce que ce que je dis a besoin d'être dit? Est-ce que ce que je sais a besoin d'être verbalisé? Est-ce que ce que je me dis à moi-même m'accompagne? Et en fait, dans notre sujet-là, du plagiat et de l'inspiration, est-ce que ce que je transmets ou la façon dont je guide les personnes vient vraiment de moi avec justesse et c'est vraiment moi, ce qui parle? Ou est-ce que c'est, je répète ce qui m'a été transmis ou autre? Hem Et l'autre concept dont je voulais te parler, c'est qui fait très bien lien avec ça, c'est Ahimsa, en fait. Ahimsa, on le traduit souvent par la non-violence, mais c'est la non-violence physique, mentale, verbale, émotionnelle. On est humain, on est humaine, parfois on a des réactions, qui sont ce qu'elles sont, mais en tout cas, Ahimsa nous challenge et nous pousse à nous dire: «Est-ce que mon action est douce?» J'aime beaucoup aussi j'ai relu cette phrase, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je trouve que l'idée est très bonne à se poser aujourd'hui. Est-ce que la décision que je prends aujourd'hui est bénéfique pour les 3, 4, 5, 6, 7 générations à venir? Aujourd'hui, on prend des décisions sur le coup de l'action en se disant: «Les générations se débrouilleront avec ce qu'il y aura derrière». Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on peut avancer tous ensemble et tout ensemble. Donc Ahimsa, c'est aussi cette possibilité. Et un exemple que je voulais te faire part, alors qui est plus de l'ordre de l'humain, mais en fait, nos émotions sont aussi des canaux qui nous permettent de créer. Il y a le ressenti, il y a l'inspiration, il y a aussi nos émotions. Toute notre sphère émotionnelle nous permet de transmettre et de créer. Et ma fille, par exemple, qui a 5 ans, peut parfois traverser des émotions très fortes parce qu'elle est en train de s'individualiser. Et donc elle connaît déjà la tristesse, la joie, elle découvre la frustration, et donc ça peut donner lieu à des moments où elle va avoir comment dire? Un élan d'émotion. Et dans mon entourage, il y a des personnes qui vont tout de suite chercher à tarir cet élan-là en disant: «Voilà, c'est bon, c'est passé, c'est fini, c'est bon», et qui vont prendre ma fille dans leurs bras ou autre. C'est quelque chose, par exemple, qui pour moi est de l'ordre de Satya et de Ahimsa. Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est vraiment fini? Tu n'en sais rien. C'est pas toi qui es en train de vivre l'émotion. Et surtout, est-ce que ma fille avait besoin qu'on la prenne dans ses bras et qu'on interfère? On ne sait pas non plus par rapport à la non-violence. Là, ce que je dis ça parce qu'en fait, quand tu vis une émotion, que tu sens qu'il y a une inspiration qui vient par rapport à ce que tu peux euh, voir sur une toile, entendre en morceaux de musique ou vivre dans une session de yoga, autorise-toi déjà à traverser l'émotion et aussi, si tu guides, à laisser l'autre traverser l'émotion. C'est une superbe preuve de respect de se dire quand une personne devant nous traverse un moment qui nous, même si ça nous émeut, qui la touche, de ne pas aller tout de suite vers cette personne en voulant la prendre dans ses bras, la cajoler, la consoler. En fait, ça, c'est un élan qui vient de toi. Moi, la première chose que je fais toujours, par exemple, en retraite, il peut y avoir des moments où les personnes ont des prises de conscience ou vivent des émotions qui sont un peu intenses. Je vais pas me jeter tout de suite sur la personne en cherchant tout de suite à la rassurer, à la materner. Je vais d'abord la laisser traverser l'émotion, mais en restant proche, en restant là. Mais je la laisse traverser l'émotion. Elle doit la vivre, elle doit la traverser. Je ne veux pas interférer. Ensuite, je vais lui demander ce dont elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin de rester dans la pièce? Est-ce qu'elle veut être seule? Est-ce qu'elle a besoin d'un câlin? Est-ce qu'elle a besoin de parler et qu'on l'écoute sans interférer sur ce qu'elle va dire? Et à partir de là, en fait, la personne a pu traverser, mais moi aussi. C'est-à-dire que si j'ai été émue par ce que la personne vit, j'ai pu me dire, alors d'où ça vient? Est-ce que ça vient vraiment de ce qu'elle vit ou est-ce que ça fait miroir avec quelque chose que moi j'ai vécu? Est-ce que ça me met mal à l'aise que cette personne pleure et du coup je veux tout de suite la consoler pour que ça s'arrête? Et du coup, est-ce que je peux accepter de rester en présence de ça? Parce que cette personne est courageuse aussi en le vivant devant moi. Donc Ahimsa et Satya, c'est ça. Et dans ta créativité, c'est pareil. Est-ce que tu te laisses traverser par toutes ces idées, par tous ces projets, par ces tests, ces expérimentations, alors donnant vie en jouant avec? Ou est-ce que tout de suite, tu interfères avec des choses qui t'ont été dites ou qui t'ont été apprises et qui sont du coup assez froides et en distance? Donc pour moi, la question que je te poserai là pour clôturer ce sujet-là, c'est est-ce que tu peux retracer d'où vient tout ce que tu transmets aujourd'hui et est-ce que tu as le courage de le nommer? C'est-à-dire de continuer, si tu le fais déjà, ou de commencer à nommer d'où vient ce que tu transmets. Hem, c'est une question qui est intéressante parce que ça te renvoie aussi à ta confiance en toi. Est-ce que tu es assez droite dans tes bottes pour dire: voilà, je vous enseigne aujourd'hui une séquence qui m'a été transmise par, telle personne, dans le cadre de telle formation. C'est une séquence qui m'a fait ressentir certaines choses dont je vais peut-être vous évoquer ou pas pendant la session, mais qu'en tout cas, je voulais vous faire vivre parce qu'elle m'a touchée. Et voilà, tout de suite, on pose que
On transmet parce qu'on l'a pratiqué, donc on l'incarne. On transmet parce qu'elle nous a émus, mais ce n'est pas de nous. Et je trouve ça tellement beau. Donc justement, les racines du mimétisme, en fait, le mimétisme, il fait vraiment partie de notre nature humaine. Donc si tu as des questions à ce sujet, je te renvoie à mon épisode 75 qui s'intitule Entourage, inspiration ou frein sur ton chemin, où j'effleure aussi ces sujets-là. Mais en tout cas, il y a des recherches en psychologie sociale, notamment celle de Chartrand et Barthes en 1999, qui montrent qu'on a tendance à reproduire les comportements de ceux que nous admirons. C'est un réflexe en fait d'apprentissage social et c'est génial parce qu'en fait, on se dit, bah, tiens, cette personne fait quelque chose qui me touche ou que j'aimerais être, incarne ce que je voudrais être. Donc, je vais aller, par mimétisme, toucher à cette sphère-là. C'est magnifique. Et c'est comme ça que grandissent les enfants. Donc, c'est comme ça que tu as grandi aussi. Et il est vraiment salvateur en phase d'apprentissage. Parce qu'il nous donne vraiment un terrain sur lequel expérimenter et trouver sa voie. C'est-à-dire que, ah, cette personne m'inspire parce qu'elle incarne. Qu'est-ce qui m'inspire chez elle? Tiens, c'est sa capacité à véhiculer son expérience de façon claire et touchante. Donc, je vais peut-être mettre plus de ça dans ma transmission. Mais avec quels mots? Parce que du coup, si c'est transmettre mon histoire de façon claire et touchante, mon histoire est différente. Quel est le vocabulaire? Comment je le fais? Est-ce que je le fais en début, en fin de session, au milieu? Voilà. Et toutes ces questions-là, elles viennent toucher aussi dans le mimétisme à cette qualité qui est très belle d'apprentissage, sans l'entacher de quelque chose qui empêcherait, par exemple, de citer avec humilité la source. Parce que finalement, si tu t'inspires de cette personne-là, c'est que tu l'apprécies. Et quand tu la nommes respectueusement, tu témoignes de ce lien à la fois de respect, d'amour et d'admiration. Et tu permets du coup à des personnes d'aller à la rencontre de ces personnes qui t'ont inspiré. C'est-à-dire que tu coupes pas le lien. Donc, dans la création, en fait, cette imitation, elle devient un piège quand elle nous éloigne de notre propre voix. Tu l'auras compris. C'est-à-dire que le mimétisme est intéressant dès l'instant où c'est un terrain de jeu pour se trouver, mais quand on devient vraiment une copie, on perd sa voix. C'est-à-dire qu'on devient quelque chose qui est vraiment le miroir de la personne. Donc, on pense être le miroir de la personne. Donc souvent on copie sans s'en rendre compte, par besoin d'appartenance ou par peur de ne pas être légitime aussi. C'est-à-dire qu'on se dit, j'ai pas les connaissances pour faire ça, mais elle l'avait, donc si je reprends le cas dans lequel elle a fait ça, du coup ça rend ce que je crée légitime. C'est-à-dire qu'on bypasse un petit peu notre sentiment d'illégitimité en se disant: «Je transmets ou je crée ou je copie quelque chose qui a été fait par quelqu'un qui pour moi est légitime, donc ça doit rendre ce que je fais légitime». Quand on débute, en fait, quand on doute, on s'accroche aussi à ce qu'on perçoit comme juste. Et parfois, on s'y accroche trop longtemps et trop fort. Et du coup, ça crée des copies de sessions, de pratiques entières en yoga, de tableaux. On a tout au long de l'histoire des histoires comme ça de personnes qui ont copié vraiment des artistes dans leur style, dans leur façon de faire. Et du coup, on voyait très très bien que ça venait pas de l'artiste qui présentait l'œuvre, mais bien de la personne qui l'avait inspirée derrière. Et cette imitation, elle ouvre pas la possibilité de rencontrer l'artiste ou la guide de yoga, mais plutôt une copie que cette personne a reçue de ce qu'on lui a transmis et de ce qu'elle pense être, encore une fois, légitime. Et parfois, ça peut vraiment aller jusqu'au vol, puisque la personne qui a créé, qui a peint, qui a écrit l'œuvre originale, à partir de qui elle est à un instant T, elle retrouve cette part d'elle entre les mains de quelqu'un d'autre qui se l'approprie clairement. Et là, on parle vraiment de vol. Donc, une question d'introspection pour toi, pour rester vraiment dans le flux de l'inspiration et de ton incarnation. Quand je m'inspire de quelqu'un, est-ce que je me rapproche de moi ou est-ce que je m'éloigne de ce que j'ai à dire? Est-ce que ton inspiration, elle te permet de véhiculer ce que tu as à dire? Est-ce qu'elle te rapproche et elle rapproche du coup les personnes qui entendent ce message ou qui voient cette œuvre ou qui lisent ce texte ou qui voient ton jardin magnifique fait avec une certaine... Là, je pense à ça parce que je suis allée voir l'exposition sur Hildegarde de Bingen à l'abbaye euh, au lac de Guerlédan. Et du coup, euh, je, je voyais ce duo, en fait, on peut le voir d'en haut, le jardin, parce qu'il a été recréé par l'école, je crois que c'est l'école d'horticulture et d'agriculture, qui est à côté à Rosredin, et ils ont recréé le jardin d'Hildegarde. Et en fait, quand tu le vois d'en haut, c'est une œuvre d'art. Même si c'est qu'un morceau qu'ils ont pu recréer dans l'abbaye, c'est une œuvre d'art. Et quand tu la vois d'en haut, tu te dis, non seulement ça a été réfléchi en termes des plantes qu'elle a mis ensemble, etc., mais aussi dans la disposition. Et c'est magnifique. Donc, pour créer à partir de toi,
La vraie question, c'est pas donc comment ne plus s'inspirer, parce qu'on l'a bien vu, on en a besoin. Moi, je sais que je vais régulièrement voir des expositions quand je peux. En plus, la Bretagne est une région qui est très riche culturellement. Je lis des livres, j'écoute des podcasts, j'échange beaucoup avec des personnes autour de moi. J'ai la chance d'avoir de plus en plus de personnes créatives, voire même artistes autour de moi, qui sont des sources mais incroyables de force et d'inspiration. Mais la question, c'est plutôt comment intégrer ce que tu apprends et ce que tu reçois pour le transformer et le transmettre avec respect. Et donc pas tel que. Dans ma formation, dès la première journée, dans toutes mes formations, dès la première journée, je pose le cadre. Je ne suis pas là pour créer une armée de clones, ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai pas envie de vous donner des choses toutes faites que vous allez juste prendre et répéter, des phrases toutes faites que vous allez prendre et répéter. Moi, ce que je veux, c'est vous donner de la théorie, beaucoup de pratique et vous ouvrir des portes pour que votre voix trouve sa façon de s'appuyer sur ces socles-là et peut-être même sur les séquences que je vous donne, parce que je donne quand même des séquences dans Écoute de soi, par exemple. Les personnes, elles repartent avec une dizaine de séquences parce qu'en fait, c'est aussi pour nourrir sa pratique, mais pour voir, lorsqu'on fait une pratique à un instant T, comment elle a évolué un mois après, une semaine après, 2 jours après. Parce que ça fait partie de la transmission, parce que c'est ce qu'on guide aussi dans le yoga. C'est pas juste recevoir et puis derrière retranscrire sans pratiquer, ça a aucun intérêt, ça a pas de force. Par contre, si j'ai pratiqué dans tous les sens et dans tous les recoins, c'est hyper beau de pouvoir le faire et de transmettre. Donc dès la première journée, j'annonce ça. Je veux pas des clones d'Anne-Gaëlle, ça m'a jamais intéressée. Et une anecdote qui me fait souvent sourire quand j'y repense, c'est à une formation, il y a une élève qui est venue, donc je faisais une session qui est un peu particulière dans laquelle je lis un texte. Et à la fin de la session, l'élève est venue me voir et me dit, donc la personne qui participait à la formation, j'ai déjà suivi une session de yin yoga avec ce texte par une élève qui, je pense, a été formée par toi, maintenant que j'ai le recul et que je t'entends. Et c'était complètement désincarné, on voyait que ça venait pas d'elle. Et ça m'a touchée. Quand je dis que ça me fait sourire, c'est dans le sens moi aussi, j'ai parfois besoin d'être confirmée et confortée dans le fait que ce que je le fais, quand je le fais, il y a vraiment une incarnation et une puissance. Et que si une personne refait exactement la même chose, il n'y a pas la même incarnation. Parce que ça dit bien que je continue à faire du, entre guillemets, Anne-Gaëlle. Et c'est à ça que je veux en venir, en fait. Si tu viens à une formation ou une retraite animée par Anne-Gaëlle, tu veux pas une retraite de Shivaré, qui est une de mes guides, en prana flow. Tu veux pas venir et faire que des sessions de Shivaré où j'essaierai de copier le style de Shivaré, etc., qui est incopiable de toute façon. Donc, je veux dire, c'est tellement elle, je sais même pas qui se risquerait à faire un truc pareil. Tu viens pour moi, en fait. Tu viens, enfin, pour moi, entre guillemets. C'est-à-dire que tu viens parce que tu sais que quand je guide une retraite, peut-être, il y a des espaces pour toi. Il y a des espaces d'introspection. La nourriture est bonne parce que c'est mon conjoint qui fait la nourriture. Voilà. Tu viens pour tout ça. C'est vraiment une recette Evolve Yoga, en fait, ce que j'appelle aujourd'hui. C'est le package complet. Tu viens pas pour retrouver quelque chose des formateurs que j'ai eus dans le passé. Sinon, tu irais directement voir mes formateurs que tu peux tout à fait voir et connaître parce qu'ils sont dans ma bio. Toutes les personnes auprès desquelles j'ai été formée au suivi des formations sont dans ma bio sur mon site. Je veux dire, c'est impensable pour moi de faire une biographie où j'explique ce que je transmets sans expliquer d'où ça vient. Tu vois, même là, c'est incarné. Donc, ça évite aussi les choses qui sont désincarnées et répétées. Et le réalisateur David Lynch, il a écrit un super livre, je ne sais pas si tu le connais, sinon si la créativité et l'inspiration sont des sujets qui t'intéressent, vraiment lis-le. Ça s'appelle Attraper le grand poisson, Catching the Big Fish en anglais. Et pour lui, en fait, la créativité, elle vient du silence. Plus on plonge profondément dans l'écoute intérieure, par la méditation, par la contemplation, par la pratique, en fait, plus les idées émergent et sont authentiques, nouvelles et surtout vivantes. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans la transmission du yoga et dont je peux vraiment parler personnellement. On intègre les enseignements de nos maîtres, de nos guides, de nos lectures, de nos pratiques, de nos rencontres. On les incarne, on les digère et on les fait passer à travers notre prisme. Et c'est ça qui est puissant. Donc, le journaling, pour moi, par exemple, aussi, c'est un outil qui est très puissant parce qu'il me permet de noter l'écho de mes pratiques. Il me permet de noter l'écho des personnes que je rencontre, des réflexions que j'ai au niveau personnel et professionnel. Et je les utilise aussi, pour tisser mes accompagnements et mes transmissions. Donc, ça me permet de poser, de relier, de canaliser. Certaines choses vont rester dans les carnets et ça restera pour moi. Mais par contre, d'autres infusent une session de yin yoga, un accompagnement individuel, une partie de formation.
parce que c'est une réflexion que je me suis faite à un instant T, parce que c'est un sujet qu'on m'a partagé où je me suis dit, et je vois le lien, mais clairement avec la danse dragon ou le yin yoga ou le yang yoga ou les pranayama, en fait. Et du coup, je l'intègre dans ma pratique parce que souvent, c'est des choses mondaines qui permettent de faire le lien entre le mondain et le spirituel, c'est-à-dire entre ce que tu vis au quotidien et une part de ta spiritualité. Parce que ce que j'ai à cœur, au-delà de relier spiritualité et entrepreneuriat, c'est aussi de permettre aux personnes de comprendre qu'en fait, la spiritualité, c'est pas quelque chose qui est loin, inatteignable ou dans une sphère extérieure. C'est ton quotidien. C'est ce que tu fais à chaque instant, ta spiritualité. Et c'est ce qui la rend aussi extrêmement belle et puissante parce qu'elle va du coup grandir, changer, évoluer avec toi. Et c'est quelque chose qui du coup est incarné encore une fois. C'est un sujet qui revient souvent, tu l'auras noté. Donc la question que je te poserai pour clôturer ce point-là, c'est si tu devais enseigner ou créer sans notes, sans modèle, qu'est-ce qui sortirait de toi? Et c'est une question à laquelle moi j'ai répondu personnellement parce que cet exercice, je le fais pendant mes séquences, mes retraites, mais je l'ai fait beaucoup pendant mes sessions hebdo. Je l'avais un peu évoqué, je crois, dans un épisode précédent, mais en fait, depuis 1 an, je ne prépare plus trop mes sessions à l'avance. Alors j'ai envie de dire plus, mais parce que pendant un temps, j'ai vraiment fait le jeu de pas les préparer. Et le fait de ne pas préparer mes sessions, ça m'a obligée à puiser en moi, à m'appuyer sur le groupe, ce que je fais toujours, mais vraiment à aller en moi et à voir ce qui ressortait le plus souvent, le plus régulièrement pour pouvoir voir ce qui colorait ma transmission. Donc maintenant, je fais plus trop cet exercice de plus du tout préparer parce que j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, c'est pas que ça me faisait tourner autour des mêmes sujets, mais comme je suis dans l'instant et que je vais être disponible pour les élèves, j'ai besoin de temps aussi, moi, pour réfléchir et pour poser. Mais maintenant, je pose des bullet points, je pose des points, des postures, et ensuite, je laisse le groupe me montrer et je m'adapte à lui, en fait, pour guider les sessions. Par exemple, là, mardi soir, à l'Evolve Slow Yoga, qui est donc une session qui est inspirée de Hatha Yoga, Yin Yoga, Yoga Nidra, Pranayama. Donc, selon la saison et selon le groupe, il va y avoir que du Yin Yoga, que du Hatha ou autre. Eh ben, moi, je suis arrivée déjà avec une intention qui est en train de se dessiner. Et quand j'ai vu le groupe arriver, je me suis dit, en fait, c'est ça. Et donc, j'ai fait une pratique uniquement au sol. Pendant 1h30, on a pratiqué uniquement au sol. On a sollicité tout le corps, mais au sol. Et les 3 personnes qui étaient présentes en présentiel m'ont dit, c'est exactement ce dont on avait besoin. Bah, c'était le 11 novembre, il y avait peu de monde. C'est un jour férié. Et les personnes en ligne m'ont aussi envoyé un message pour me dire derrière, c'était parfait. C'était ce dont j'avais besoin. Donc, on peut aussi, en se posant cette question de savoir, en fait, si t'as pas de modèle, si t'as pas de notes, qu'est-ce qui reste de ta voix? Et c'est ça qui va aussi te stimuler parce que tu vas commencer, entre guillemets, à jouer avec toi-même, avec ce que tu ressens, avec tes émotions, avec tes interrogations, avec des mots peut-être qui vont être dits avant d'arriver dans la salle. Voilà, c'est ça qui est super touchant, c'est que du coup, ça rend la pratique vivante. Donc maintenant, j'aimerais, en avant-dernière partie, évoquer l'éthique et la liberté pour trouver un équilibre. Parce que bon, l'idée, c'est vraiment de rester inspiré, de rester dans cet échange d'énergie, dans ce respect de l'autre et de nommer l'autre. Moi, je rêve vraiment de ce monde où tout le monde nommerait ses sources parce qu'on pourrait toujours retracer, on pourrait toujours rencontrer. Euh, on part un petit peu dans une direction opposée en ce moment, mais c'est pas grave, c'est humain. Voilà, le chaos, c'est la vie. Mais en tout cas, l'éthique et la liberté. L'éthique, c'est pas un cadre qui va t'enfermer. En fait, c'est pas quelque chose, pour moi, l'éthique qui vient te dire, tu dois agir comme ça et pas autrement. Si ça dépasse, hop, on coupe ce qui dépasse. Pas du tout. En fait, c'est une structure qui va te libérer, comme ta pratique et comme ta discipline dans ta pratique. Le fait que tu te lèves tous les matins, peut-être, pour pratiquer, ou tous les 2 jours, ou que tu vas tout le temps dans cet espace-là, dans ta maison, ou que tu prends tout le temps tel stylo, ou que tu t'habilles tout le temps de telle manière, toute cette discipline, en fait, qui vient par la répétition, te crée de la liberté, pas un cadre fermé. Parce que dans cette répétition, tu vois ce qui est nouveau et ce qui change. Donc, quand tu honores les autres, tu libères ton propre espace de création, en fait. T'as plus à protéger ton travail, finalement, parce que tu crées depuis la justesse et la transparence et pas depuis la comparaison. Donc, il y a Julia Cameron, qui est une autrice que j'aime bien, qui a écrit un livre qui est très connu, The Artist Way. Je sais plus comment il s'appelle en français. Moi, je l'ai lu en anglais il y a 15 ans, un peu plus de 15 ans. Mais voilà, je suis sûre que tu le connais. En tout cas, si tu tapes Julia Cameron, tu vas trouver la traduction en français. Elle existe en poche, mais c'est en fait dans ce livre, elle explique, elle donne sa méthode qui a inspiré beaucoup d'artistes pendant des années. Et elle explique notamment que la créativité, c'est une alliance avec quelque chose de plus grand que soi.
qui nous dépassent. Les idées, c'est comme les courants d'eau, en fait, ils viennent nous traverser et ils ne nous appartiennent pas. Ils font que passer. Donc, notre responsabilité, entre guillemets, c'est juste d'être comme un canal clair, aligné et conscient de cette idée, de cet élan qui vient et de le mettre au monde, de lui permettre de se réaliser. Et c'est là, voilà, que tu trouves ta liberté. Donc, encore une question qui sera mon avant-dernière question. Et toi, en fait, quelle idée te traverse en ce moment et comment tu peux l'honorer à ta manière, cette idée-là, à ta manière, avec ton essence? Est-ce que c'est par exemple, en lui donnant vie maintenant ou au contraire en la laissant un petit peu mûrir, en la laissant un petit peu vivre en toi? Moi, il y a des idées de retraite ou autres que j'ai laissées, en fait, vivre avec moi pendant quelque temps pour voir ce qui me venait, ce qui changeait, comment ça s'affirmait, dans quelle direction. Et ça m'a permis, en fait, de s'enraciner, de prendre vie avant d'être vu, avant d'être créé dans la matière et donc pratiquer aussi beaucoup plus. Et en fait, ces projets qui sont sortis sont souvent les plus forts pour moi et pour les personnes qui les rencontrent parce qu'il y a cet effet où on laisse vraiment la graine prendre, la pousse sortir, la fleur ou l'arbre prendre forme, s'enraciner, se stabiliser et à un moment, hop, on le met en lumière, mais il est déjà enraciné, stabilisé. Et du coup, il a déjà cette force en lui et cette clarté, cette fluidité qui en fait quelque chose d'extrêmement naturel et puissant. Donc voilà, pose-toi cette question. Quelle idée te traverse en ce moment et comment tu peux l'honorer à ta manière? Le tout dernier point que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui, c'est des conseils concrets pour cultiver ton autonomie créative. Donc, c'est des clés, des points que je transmets souvent dans les accompagnements individuels et en formation. Donc là, je vais t'en donner 5. Il y en a plus, surtout que souvent, alors autant en formation, c'est des clés que je donne, c'est des listes, entre guillemets, qu'on aborde et chacune après va voir ce qui la touche. Mais en accompagnement individuel, en fait, je choisis vraiment celles qui correspondent à la fois au quotidien, à l'activité parce que j'ai aussi bien des artistes que des infographistes, que des guides de yoga, que des personnes qui sont infirmières et qui ont des enfants mais qui veulent ancrer leur spiritualité dans mes accompagnements individuels. Et donc, je vais créer, en fait, chercher des clés qui vont leur simplifier, elles, leur quotidien pour y intégrer la créativité et la spiritualité. Donc là, pour nourrir ton flux créateur, il y a 5 points que je te donnerai. N'hésite pas à me dire vraiment en commentaire ceux qui t'ont parlé et puis peut-être ceux que toi tu appliques aussi que j'ai pas nommés. Et n'hésite pas, surtout pas à t'abonner à cet épisode pour vraiment être alerté des prochains épisodes et pour savoir dès que je publie une nouvelle édition. Donc le premier point que je veux partager avec toi, c'est observe ce qui t'émeut. Voilà, au quotidien, qu'est-ce qui te touche? Parce que souvent c'est le reflet de ce que tu es prête ou prêt à exprimer toi-même. Qu'est-ce qui t'émeut et comment? Pourquoi? Le deuxième point, c'est créer du silence avant de créer du contenu. Créer du silence avant de créer du contenu. Coupe les écrans, reviens à ta respiration, parce que c'est vraiment, alors c'est un peu Yoda ce que je vais dire, mais c'est dans le vide que naît la forme. Des fois, on dit des choses. C'est dans le vide que naît la forme. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand tu crées un espace plus silencieux que ton quotidien. Ne cherche pas le silence total, surtout si t'es quelqu'un de très vivant, très active. Cherche juste un espace où tu te poses un peu plus, où tu sens que ça décante. Peut-être avant, bois un thé qui te touche, qui te ralentit, lis un poème qui te touche, colorie. Voilà, il y a des personnes, je sais que c'est colorier des mandalas aussi, ça les apaise. Fais ça juste avant et ensuite observe dans cet espace silencieux, calme, ce qui prend forme. Le troisième conseil que je te donnerais, c'est entretiens ta pratique personnelle. Alors pour celui-là, je t'invite vraiment à te référer à l'épisode 80 qui est sorti du coup il y a pas longtemps. 8 conseils à suivre pour ta pratique personnelle. Parce que c'est vraiment ta pratique personnelle, quelle qu'elle soit. Que tu sois artiste, c'est ta pratique de peinture, de dessin, de coloriage, de céramique, d'écriture, que tu sois jardinier, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, guide de yoga, cuisinière, ta pratique personnelle, c'est vraiment ce qui va être la base de ta transmission. Donc, si tu n'as pas de pratique, ta transmission va se baser sur quelque chose qui n'est pas vécu, qui n'est pas, en plus, j'ai pas envie de dire perfectionné parce que la perfection n'existe pas, mais qui n'est pas affiné. Voilà, qui n'est pas nourri. Et c'est dans cette pratique pourtant que tu vas former ta voix. Donc, la pratique personnelle, elle va à la fois te permettre d'avoir des espaces de rien et de silence qu'on évoquait juste avant, d'avoir des espaces pour tester des choses, des nouveaux outils, des nouvelles techniques,
Et en même temps, c'est ce qui va te permettre de savoir comment toi, tu veux le transmettre, avec quels mots. Le 4e point que je te donnerai, c'est transforme l'inspiration. Ne transmets pas quelque chose que tu n'as pas intégré, s'il te plaît. Et surtout, digère-le, expérimente-le, adapte-le à ton langage et à ta pratique avant de le transmettre. Je sais que certaines personnes se disent « Non, mais moi, je reçois, il faut que je transmette tout de suite et tout. » Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis la première à dire dans mes formations, par exemple, de Yin Yoga, là, celle qui va débuter en février, qui est le module 1, écoute de soi. D'ailleurs, il n'y a plus que 5 places si tu veux nous rejoindre. Donc, c'est maintenant qu'il faut que tu me fasses signe pour nous rejoindre du 14 au 20 février pour le module 1, qui est un module de formation 60 heures en Yin Yoga, qui est vraiment, j'ai envie de dire mon module signature parce que je l'enseigne depuis 2017. Il a grandi depuis 2017, il a changé, il a évolué. Et voilà, c'est même pas que je maîtrise le sujet, c'est que je m'éclate vraiment à vous guider dans cette session de formation. Je referme la parenthèse, mais je suis la première à dire aux personnes qui participent à cette formation, quand vous rentrez chez vous, pratiquez tout de suite, pratiquez. Ne laissez pas un temps, continuez, là on pratique tous les jours, essayez d'avoir 10, 15, 20 minutes de pratique quotidienne et puis après de voir le rythme qui vous convient, si c'est tous les 2 jours, tous les 3 jours, mais pratiquez tout de suite et transmettez. Mais je dis toujours transmettez à vos proches, à vos amis, à votre famille. Testez. Les conjoints, c'est des super, des super modèles. Les conjointes, les conjoints, les papas, les mamans. Transmettez-leur ce que vous avez reçu pendant la formation pour tester votre voix. C'est-à-dire, transmettez tout de suite, oui, mais faites-le avec la possibilité de tester et d'essayer et dans un environnement sécurisé. Pas aller tout de suite faire un atelier avec 16 personnes que vous connaissez pas forcément sur quelque chose que vous n'avez pas pratiqué depuis 3 mois, que vous avez juste pratiqué 2, 3 jours avant l'atelier parce que l'atelier arrive et qu'il faut maîtriser la séquence. Parce que là, on le sent tout de suite, quand c'est pas maîtrisé, c'est pas incarné. Donc oui, testez, mais vraiment, digère-le, expérimente-le et surtout le retour des personnes parce que ce qui est chouette quand tu transmets avec des proches, ça peut être des très bons élèves aussi que tu as depuis longtemps, où tu dis à 5 de tes élèves qui suivent depuis quelques années, si tu transmets déjà par exemple un autre type de yoga ou si tu es sophrologue ou autre, est-ce que vous voulez bien tel jour à telle heure venir, je vous fais un cours de yin yoga gratuit d'1 heure, 1h15, 1h30. Et en échange, je veux juste, entre guillemets, votre retour. Et souvent, c'est génial parce que ces retours-là, tu vas avoir des mots, des expressions qui vont souvent revenir et qui vont te faire savoir quelle est ta patte. Par exemple, si les personnes disent souvent, moi, ce que j'ai adoré, c'est ta voix. Tu m'as transporté, tu m'as calmé. Tu sais que tu peux t'appuyer sur ta voix et que c'est quelque chose qui fonctionne. Surtout si c'est quelque chose que tu veux communiquer. Si on te dit, ah non, mais c'est chouette parce que j'ai senti que, je lâchais pas complètement, j'étais là et tout, et qu'à côté de ça, tu voulais faire une session qui détend à fond, ça te dit aussi, tiens, il faut peut-être que je travaille le rythme de ma voix, la séquence, les transitions pour que ce soit vraiment encore plus dans la détente. Et ces mêmes personnes, tu peux les faire revenir 1 semaine ou 2 après, en ayant retravaillé la séquence pour observer, qu'est-ce qu'elles en pensent. Et c'est hyper intéressant, ces choses. Enfin, tout ça, on le voit en formation. Le 5e point que je veux partager avec toi, c'est cite toujours tes sources. Tu l'auras compris. Formateur, ouvrage, maître spirituel, auteur, artiste. Cite tes sources. Reconnais d'où vient ton savoir. Ne diminue pas. Ça va pas du tout diminuer ton autorité, mais ça va au contraire la renforcer. Et surtout, ça va toi t'obliger à vraiment te présenter au monde tel que tu es. Voilà, donc là, l'avant-dernière question d'introspection que je veux partager avec toi, c'est à quoi ressemble ta voix quand tu arrêtes d'essayer d'en avoir une? Donc ça, c'est la suite de la précédente. À quoi ressemble ta voix quand tu arrêtes d'essayer d'en avoir une? Donc écoute-toi par exemple au quotidien, quand tu parles avec tes proches, quand tu es en confiance. Dans ces moments-là, c'est ta voix en fait qui te porte et c'est cette voix que tu veux mettre dans ta transmission, dans ta création. Tes gestes, tout ça, ça peut vraiment te permettre de créer, de transmettre et que ça parte de toi avant tout. Alors, inspiration ou plagiat? J'espère vraiment que tu as eu dans cet épisode, en tout cas, des billes pour clarifier ces 2 sujets, pour te positionner et surtout pour nourrir ton inspiration. Ce qu'on veut voir, c'est toi, personne d'autre. Je clôture cet épisode évidemment avec une dernière question que tu peux te poser. Quelle place je laisse à ma voix? Parce que parfois aussi, on copie, on plagie parce que on n'est pas sûr de soi. N'hésite pas à me contacter dans ce cas-là, on en parle. En tout cas, merci beaucoup pour ton écoute. C'est fort de te savoir ici, à la fin de cet épisode. J'espère vraiment croiser un jour ta créativité, ta transmission, l'être que tu es, en fait, ce que moi j'appelle ton étincelle de vie.
Alors, si je ne devais retenir qu'une seule chose de ce vaste sujet, c'est fais-toi confiance. Et ça commence à être un peu la conclusion de beaucoup d'épisodes de podcast, mais c'est parce que tout est déjà là. Donc vraiment, fais-toi confiance, suis ton intuition. Et toi, si tu devais retenir qu'une seule chose de cet épisode, qu'est-ce que c'est? N'hésite pas vraiment à me le dire en commentaire sous la vidéo YouTube, sur les plateformes Spotify ou autres qui permettent maintenant de le faire, ou même sur Instagram. Ou si tu préfères à m'envoyer un email ou un message privé pour que je sache aussi ce qui te touche dans ma transmission. Pourquoi tu écoutes les épisodes de podcast d'Anne-Gaëlle Guillot? C'est très intéressant. N'hésite pas à partager évidemment cet épisode avec une personne qui t'inspire ou qui est inspirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et surtout, n'oublie pas, tout est déjà là.